Regardez chaque seconde parce que ça va être primordial. C'est vraiment un retour d'expérience après avoir écouté, je sais pas, au moins facile 3500 appels. Donc, prêtez-y attention. S'il y a des fautes d'orthographe, on s'en fout. La base, on le sait déjà, c'est de la vente consultative. La vente consultative, c'est le plus puissant. Vente consultative, c'est prendre la position d'un toubib, prendre la position d'un médecin. Le patient vient, il me pose des questions, il me dit où il a mal, je comprends où il a mal grâce aux questions que je lui pose, et ensuite je lui prescris une solution pour résoudre ça. La base. On n'est pas en mode vendeur, cheveux gominés, en train de... Ça, c'est la base. Ce que j'ai notifié de très bon chez Angèle, c'est au niveau de l'écoute. Il a une très bonne écoute et compréhension de la douleur. Ça, c'est très bien, il sait très bien le faire. Et j'ai aussi kiffé un moment, une réponse et une objection. En gros, Jérémy lui dit, je vais voir avec mon frère, quand il doit passer à l'action et agir. Et Angèle, en fait, lui dit, bah écoute, lors du premier coaching, on le fait avec ton frère. Et ça, j'ai bien aimé. C'était une très bonne réponse pour balayer son objection cachée. Définir la situation A du prospect, définir la situation B, et le gap, entre guillemets, le trou au milieu, il faut l'étirer au maximum en posant le plus de questions possible pour que le prospect auto-admette qu'il a besoin de nous. Et là, c'est pas quelque chose qui a réellement été fait dans l'appel. Mais en gros, là-bas, c'est ça. C'est point A, point B. On étire les deux en posant des questions et en lui faisant comprendre par lui-même que ça va être très compliqué d'atteindre son objectif tout seul. Et le véhicule qu'on voit, la transformation ambition, c'est le véhicule pour passer du point A au point B. Ça, c'est la base. Donc, on commence dans le dur. Un truc que Angèle a beaucoup fait, c'est coacher. Angèle a passé quasiment la majorité de son temps dans l'appel à coacher dans l'appel de vente. Je l'avais déjà dit, mais le truc négatif que ça crée, c'est que ça crée un shot de dopamine. C'est-à-dire que le prospect, avant l'appel, il est en mode découragé. Il a peu d'espoir. Il a envie d'atteindre son objectif, mais il n'y arrive pas. Il veut aller à sa terre promise. Angèle, il vient et il lui fait un coaching gratis. Il lui fait un coaching sur son leadership, sur son identité, sur... Il lui a fait une masterclass. En termes de valeur, de pertinence, de ce qu'a dit Angèle, 95% de ce qu'il a dit était très pertinent. Mais est-ce que nous, ça nous aide dans la vente? Pas du tout. Parce que du coup, ça va créer un shot de dopamine chez le prospect. Et en fait, le mec va se dire, mais attends, là, il m'a donné toutes ses ressources. Et en fait, ça lui donne des nouvelles pistes. C'est comme s'il avait des nouvelles pistes, des nouvelles solutions. Et en fait, ça ne rend pas du tout indispensable. Le mec, en fait, au bout de la moitié de l'appel, il est en train de se dire, ok, putain, il m'a donné des outils, des trucs, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester pour voir si ça va marcher. Et quel est l'intérêt du mec de payer 15 000 euros s'il a de nouveaux outils à tester? Et même si tout seul, il n'aura pas de résultat avec les outils que Angèle lui donne dans le coaching, parce que pour moi, c'était pas un appel de vente, c'était un coaching, clairement, bah, en fait, le mec, il a il a des nouvelles solutions, il a des nouveaux outils à tester de son côté. Et ça nous rend complètement dispensable, alors qu'on veut être indispensable. Donc, coacher dans un appel de vente, faut oublier, c'est à ne pas faire. Là, c'était clairement un appel de coaching. Donc ça, c'est pour tout le monde. Ne coachez pas dans l'appel de vente, ça sert à rien. Moi aussi, j'avais une approche avant dans mes appels de vente, je voulais apporter un maximum de valeur. Et au final, on se fait friendzone, entre guillemets. Comme avec les femmes, on se fait friendzone, donc faut oublier. Un toubib ne conseille pas. Il prescrit une solution à un problème, point barre. C'est comme si, Angèle, tu vas chez un médecin, et le médecin, il commence à te sortir des métaphores, des punchlines, et il commence à te coacher. Il commence à dire, ouais, mais moi, je pense que ce que tu devrais faire, c'est plus ça, et tu devrais plus prendre... Non, tu vas dire, mais attends, c'est un peu bizarre. Non, le toubib, il a une posture où il te pose des questions. Ensuite, tu prescris une solution. Fin. Donc ça, c'est clair pour ce moment-là. Angèle, tu parles trop. 90% du temps, tu parles. Ça doit être l'inverse. Tu dois laisser de l'espace au prospect. Laisser 90% du temps l'opportunité au prospect qu'il nous donne les arguments et la matière pour qu'on le close. Là, en fait, le souci que tu as eu, c'est que à la fin de l'appel, quand tu as fait ton pitch, t'as pas pu faire un pitch ultra personnalisé par rapport à ce qu'il t'avait dit, parce qu'il a pas eu l'occasion, tu lui as pas laissé l'occasion de nous dire les choses, parce que c'est toi qui parlais 90% du temps. Quand on vend, à des prospects froids en tout cas, sur des prospects chauds, ça peut passer de parler 90% du temps, mais sur des prospects froids qui ne te connaissent pas, ils doivent se sentir compris, ils doivent te donner la matière pour que tu les closes. Et ça se fait en les laissant parler. Toi, tu dois parler 5-10% maximum de tes appels. Toi, tu es juste là à poser des questions et laisser des silences et reformuler. Mais 90% du temps, c'est le prospect qui doit parler. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que je suis en train de vous dire que 90% du temps, quand on va aller signer des gros deals à 15 000 euros, 400 000 euros, etc., bah, en fait, 90% du temps, on doit juste fermer nos gueules. On doit juste pas parler, en fait. Et c'est, en termes de rémunération, c'est magnifique. Donc, 90% du temps, on ne parle pas, on laisse la personne parler. Et c'est ce que j'appelle laisser de l'espace. Laisser de l'espace pour que on ait l'opportunité, enfin, qu'il nous donne l'opportunité d'avoir les arguments pour après le closer. Utiliser sa propre force pour le closer lui. Choisir, c'est renoncer. Si 90% du temps tu parles, on rate les 90% du temps où lui aurait pu parler. Et après, bon, j'allais faire une métaphore avec le foot, mais je sais pas si vous allez la comprendre. Mais bref. Autre raison primordiale, c'est toi qui lui parles durant tout l'appel, j'aimerais que ça soit lui-même qui se parle. Et oui, en fait, en closing, quand on close un mec, le but, c'est pas de lui dire... Parce que
Enfin, le but, c'est pas de lui dire, ouais, t'as un problème de leadership, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Moi, j'ai la solution, prends ça, c'est réglé. Au fond, t'as raison, Angèle. Au fond, tu sais exactement ce que le mec a besoin et c'est frustrant parce que tu vois ses problématiques, mais lui dire frontalement comme ça, c'est pas l'aider et c'est pas ça qui va le faire avancer. Le mec, en fait, on veut que son discours interne, enfin, on veut qu'il ait un discours interne et pas un discours externe. On veut pas que ce soit toi qui lui dises, t'as besoin de ça, mec. On veut que ce soit lui qui constate par lui-même qu'il a besoin de toi et du coaching et du mécanisme ambition et qu'il passe à l'action. Et donc, le but, c'est vraiment que le mec se parle à lui-même. Moi, dans une conversation, je sais très bien que c'est pas moi qui close le mec, c'est le mec qui se close tout seul. Mais je fais en sorte qu'il se close tout seul en lui posant les bonnes questions. Et on va le voir après avec la questionologie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas nous qui closons les mecs, c'est les mecs qui se closent eux-mêmes avec leur voix. Et c'est 10 fois plus puissant de closer un mec en le closant lui-même, entre guillemets, que lui-même se close, que être en mode argument et être en mode rentre dedans pour essayer de closer le mec. Mais je sais que c'est frustrant parce qu'on se dit, bah écoute, moi j'ai la solution, j'ai 40 ans d'expertise, je sais exactement ce dont tu as besoin, je vois tes problématiques, je suis déjà passé par là depuis 40 piges, et je sais exactement ce que tu as besoin, je te le dis, mais sur du trafic froid, ça passe pas. Le mec, en fait, il doit se parler à lui-même, surtout sur du trafic froid. Donc ça, c'est un point très important, j'ai envie d'en parler 20 minutes, mais je pense que vous avez compris. On passe à autre chose. Là, maintenant, on va parler de lui rentrer dedans à la Angèle. Sur des dirigeants à froid, c'est trop direct. Sur des dirigeants à chaud, tu peux le faire en gel comme d'hab. Après, comme j'ai dit, faut que tu restes toi-même, ça c'est sûr, mais faut écouter là ce que je vais dire parce que c'est important. Faut aussi le prendre en compte. Je te donne un exemple concret. Et là, dans toute cette vidéo, je vais donner énormément d'exemples concrets pour que ça vous parle. Juste dire des choses comme ça, sinon c'est pas puissant. Un moment, un moment, tu lui dis, réjouis-toi de ce que tu as. Un peu de gratitude, putain, Jérémy, s'il te plaît. Trafic froid, ça passe pas. Enfin, un moment, tu lui dis aussi, il y a un gros travail personnel à faire sur toi-même. En fait, ça, il doit s'en rendre compte en lui posant des questions, encore une fois, et on va le voir juste après. Mais en tout cas, ce genre de phrase sur du trafic froid, c'est chaud. C'est compliqué de closer. En revanche, on peut les challenger. En fait, tout ce que je dis là, c'est que on peut leur rentrer dedans, mais à condition de le faire avec un certain angle qui est assez subtil, et en posant des questions. Et je vais donner un exemple. On peut les challenger avec des questions pertinentes. Exemple. À un moment, le mec te dit, Jérémy te dit, j'ai une appétence à percevoir les nœuds et les problèmes. Et moi, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi tu règles pas tes propres problèmes dans ton business, en fait? Et là, ce que tu aurais pu lui dire, pour le challenger, et ça, t'aimes bien le faire, poser une question pour creuser. En gros, là, tu aurais pu lui poser une question en creusant et lui dire, mais pourquoi toi, t'as pas perçu les propres nœuds dans ton business? Et là, tu laisses un silence. Et là, tu l'aurais tué. Et là, en fait, de lui-même, il se rend compte que il avance des choses, mais au final, il est pas si cohérent que ça, et qu'il y a des failles dans son discours. On veut le challenger, mais sans qu'il se sente jugé. Exemple, à un moment, tu lui as dit, tu te rends compte, 4 activités. En gros, le mec te disait qu'il avait plein d'activités, qu'il faisait beaucoup de choses. Et toi, tu lui dis, tu te rends compte, Jérémy, 4 activités. Et là, en fait, ils se sont jugés. Et un être humain, quand ils se sont jugés, c'est mort. Tu perds sa confiance, tu perds ton pouvoir d'influence que tu as sur lui. Il doit sentir de l'amour. Un être humain qui ressent du jugement ne passe pas à l'action. C'est mort. C'est complètement fini. Donc, la manière la plus puissante pour influencer un prospect, qu'on ne connaît pas surtout sur du trafic froid, c'est qu'ils ressentent de l'amour et qu'ils ressentent absolument aucun jugement. Donc il faut vraiment avoir une posture de coach, et toi tu es un très bon coach donc tu l'as déjà, il faut vraiment avoir une posture où ne pas avoir des phrases de ce style-là. Tu te rends compte, 4 activités. Non, c'est lui demander. Mais du coup tu m'as dit que tu n'étais pas un profil qui se disperse, mais du coup aujourd'hui tu me dis que tu as 4 activités, et là tu vois, de lui-même il se dit ouais en fait je suis pas cohérent, dans sa tête c'est son discours interne, et ensuite il va se justifier et t'expliquer, et là après tu peux pointer du doigt son incohérence. Donc ça c'est bien compris. Donc pour résumer sur ce que je viens de dire, on peut rentrer dans les prospects, mais ça se fait avec un angle très subtil et en posant des questions, pas en mode un peu ton accusateur, ouais tu te rends compte que ça faut oublier. Ensuite, pas commenter ce que la personne dit, être uniquement dans la récolte d'informations en posant des questions. Ça c'est un grand classique que la majorité des gens font, et c'est pour ça que tu as parlé 90% du temps, c'est en grande partie pour ça, enfin pas que mais pour ça aussi, c'est que souvent tu vas être dans la réaction. Il va te dire un truc, boum, tu vas réagir. Quand tu es chez le médecin et qu'il te dit vous avez mal au monsieur, toi t'es Angèle, tu vas dire bah écoute, écoutez monsieur, j'ai mal au bras gauche. Il va pas dire ah mais vous avez mal au bras gauche parce que non. Il va dire d'accord. Et ça fait combien de temps? Ah bah ça fait 3 mois et demi. Ok. Et ça vous fait mal aussi la nuit? Et tu vois en fait il faut vraiment être en mode question, récolte d'informations. Question, récolte d'informations. Et c'est que ça, c'est un cycle comme ça. Et il faut pas être en mode réaction.
Et la majorité des gens en closing, ils sont comme ça. On va leur dire un truc et ils ont envie de dire. Et moi aussi, en fait, quand le prospect me dit un truc, ça me fait penser à plein d'exemples. Ça me fait penser à des clients, ça me fait penser à moi-même, ma propre vie. Ça me fait penser à des choses que j'ai traversées. Et quand le mec me dit, ouais, j'ai des problèmes de trésor, j'ai envie de dire, ah, moi aussi, non, faut pas être dans la réaction. Récolte d'informations, question. Et on relance et on relance. Parce que, ouais, comme j'ai fait l'exemple juste avant, un tout-bib qui réagit à tout ce que tu lui dis en mode ultra réaction, t'es en train de te dire, mais attends, c'est un peu chelou, non. T'attends d'un tout-bib, t'attends d'un médecin qu'il ait la posture de professionnel, silence, récolte d'informations, question pour approfondir et posture d'expert. Ensuite, t'as pas assez creusé, Angèle, et t'es resté beaucoup trop en surface, c'était trop superficiel. À un moment, il te dit, ce qui me frustre vraiment, c'est de rester dans l'état où je suis, dans un état d'impuissance. Là, faut creuser, faut lui dire, mais ok, je comprends. Euh, et, et le fait de vivre cette impuissance, enfin, ça fait combien de temps que tu vis ça? Là, le mec, il va dire 3 ans, ok. Ça fait 3 ans que tu vis ça, ok. Et c'est quoi les conséquences? Et en fait, tu vois, tu creuses, creuser, creuser. En fait, c'est comme les oignons, il faut creuser à 5 couches pour que les larmes commencent à arriver. Tu prends ton oignon et tu creuses. Et en fait, là, t'es resté à chaque fois sur quasiment chaque sujet, t'es resté beaucoup trop en surface. Et t'as pas assez creusé pour aller chercher l'émotion. Donc, faut beaucoup plus creuser. Tout le temps, faut creuser. Quand le mec te dit un truc, boum, tu reformules. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, d'accord. Ok, je comprends. Et par exemple, le mec va te dire, j'ai des problèmes de trésor en ce moment, c'est très compliqué. Vous avez des problèmes de trésor, c'est très compliqué. Là, tu le reformules, enfin, tu répètes ce qu'il t'a dit. Et là, boum, il va creuser. Il faut pas le lâcher tant que tu creuses pas assez. Typiquement, en tout début d'appel, quand tu lui dis pourquoi t'as pris un rendez-vous, en général, la majorité des gens vont dire parce que j'étais curieux, j'ai vu la pub. Vous avez été curieux, vous avez vu la pub. Et là, tu laisses un silence. Et là, le mec, il va te dire ouais, bah, en gros, bah, ça m'intéressait un peu parce que voilà, mon business. D'accord. Donc, ce qui vous intéressait, c'était par rapport à votre business, c'est ça que vous me dites? Oui, c'est ça. Et c'est quoi qui vous intéressait par rapport à votre business? C'est quoi les problématiques que vous voulez régler? Et tu vois, jamais passer à l'étape d'après tant que t'as pas creusé au moins 3, 4, 5 fois, minimum. Et du coup, si tu fais pas ça, le truc, c'est que quand on va essayer de le closer derrière et que tu vas faire ton pitch, que tu dois faire, ton pitch que tu dois absolument le faire de manière spécifique par rapport à ce mec-là que tu as au téléphone, par rapport à la data, la matière qu'il t'a donnée quand tu as creusé, bah, si tu creuses pas, t'as pas cette matière-là et c'est compliqué de le closer. Et à la fin, tu te retrouves avec un mec qui, bah, un peu comme Jérémy, il est en mode ouais, ça a l'air de l'intéresser, mais il voit pas réellement la valeur potentiellement parce que t'as pas été assez spécifique sur ce qu'il t'a dit. Mais du coup, il te l'a pas dit, vu que t'as parlé 90% du temps et t'as pas assez creusé. Autre exemple, à un moment, il parle de la météo. Incertitude, impuissance. En gros, il est en train d'expliquer qu'avec ses fraises et je sais pas quoi là, à cause de la météo, ils se sont impuissants. Tu ressens quoi de ne pas pouvoir maîtriser à 100% de ton business? Ça, c'est une question à poser par exemple. Et creuser, creuser, creuser. Une autre question, je peux te poser une question. Combien d'années encore tu veux laisser la croissance de ton business au fruit du hasard, sans contrôler pleinement ta croissance? Ça, c'est une autre question. Autre exemple, creuser sur les femmes et les enfants. Entre ce qu'il dit et la vérité. Ouais, creuser sur les femmes et les enfants. À un moment, il te parle de sa femme et de ses enfants. Et moi, à ce moment-là, je m'attendais à ce que boum, tailles dans la faille directe. Et que tu commences à poser des questions du style, ah d'accord, avec ta femme, ok, ça se passe bien avec ta femme, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah ok, tu. Et en fait, sur du corpo, on se dit qu'on peut pas poser ces questions-là, mais à la fin de la journée, le mec, ça reste un être humain. Il fait caca comme vous et moi, il se tâche quand il mange des pâtes. On peut lui poser n'importe quelle question. Et le but, c'est de rentrer dans les émotions. Donc moi, à chaque fois que ça commence à me parler de femmes, enfants, etc., boum, je me focus sur ça, je rentre dans sa tête sur ce truc-là, et je lui pose des questions sur ses enfants, quel âge ils ont, comment ils s'appellent, sa femme, ça fait combien de temps qu'elle est avec lui, c'est quoi les conséquences directes sur sa femme du fait qu'il contrôle pas son business et il fait pas les chiffres qu'il aimerait faire, c'est quoi les conséquences sur ses enfants qui pensent que leur papa, enfin, qui disent que leur papa est absent, etc. Là, il t'a ouvert une faille, il fallait t'y engouffrer. Donc, en général, la famille, les proches, etc., faut tout le temps passer au moins 5-10 minutes facile dessus, parce que derrière, quand tu vas le closer, c'est un élément moteur pour lui, sa femme et ses enfants. Donc, ouais, sur ça, faut creuser. Euh, Le point le plus important à améliorer pour Angèle, c'est la questiologie. J'ai fait 2 vidéos de 2 heures quand j'avais encore ma formation en vente l'année dernière. Je vous donnerai accès aussi à ça dans le drive. Je vous mettrai un document où il y aura directement les liens, que je mettrai sur Vimeo ou sur YouTube, peu importe, sur YouTube je pense. Mais ouais, Angèle, l'endroit le plus important où tu peux t'améliorer, et c'est aussi la problématique numéro 1 de la majorité des closers, quand ils veulent passer de closer à top performer, et passer de genre 10% de conversion à 30-40% de conversion, c'est la questiologie. Et la questiologie, c'est typiquement ça. C'est quand le mec te parle de sa femme et de ses enfants, toi, dans l'appel, t'es directement passé à autre chose. T'as laissé un silence et après, tu lui as posé des questions par rapport à sa trésorerie, son BFR ou je sais plus quoi. Et là, en fait, la questiologie, c'est un peu comme je vous fais une métaphore, c'est un peu comme un fauve, un peu comme un lion dans une savane. Le lion, il laisse passer 90 gazelles.
Et quand il voit la 91e qui a l'air bien faible, et il voit qu'il y a la faille et que c'est lui, enfin c'est elle qui doit manger et qui doit sauter sur elle, boum, il se jette sur elle. Et la questiologie, c'est la même chose. Tu dois être comme un lion en fait qui écoute 90% du temps, tu parles pas, tu écoutes 90% du temps et tu laisses le mec blablater, parler, 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 il raconte sa vie. Et à un moment, il y a un truc sur lequel tu vas devoir te jeter dessus. Et s'il faut lui couper la parole pour aller dessus, tu vas y aller. Par exemple, je fais un exemple, le mec il dit bah écoutez, moi ce que je veux améliorer aujourd'hui, c'est ma trésorerie. Ce que je veux améliorer aujourd'hui, c'est ma trésorerie. C'est vrai qu'avec ma femme et mes enfants, c'est compliqué en ce moment. Et aussi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que, et là il part sur autre chose, boum, tu l'arrêtes. Attends Jérémy, tu m'as parlé de ta femme et de tes enfants, tu m'as dit que nanani, tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Boum. Donc là, c'est vraiment le vois-toi comme un lion qui attend et qui doit sauter sur la bonne occasion. Et la questiologie, c'est l'art de poser la bonne question dans le bon timing et au bon moment. Et de laisser passer le mec, le laisser parler et aller mettre le doigt sur le truc qui va nous amener directement vers la vente. La questiologie, c'est poser les bonnes questions pour amener de plus en plus dans l'entonnoir de vente et l'amener à la fin au closing, quoi. Et je dirais que la questiologie, c'est 50% de la réussite d'un appel de vente. Et c'est là où la majorité des gens doivent s'améliorer, dont toi, Angèle. Donc là, j'ai écrit la questiologie, c'est poser la bonne question au bon moment, comme info. Ça, je vous ai expliqué. Exemple, un moment, il a dit je me sens bien dans mon corps, les enfants sont ados. Et il est passé vite à autre chose. Je me sens bien dans mon corps, les enfants sont ados. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où là, tu peux le laisser parler. Et si tu vois qu'il laisse un silence, boum, tes enfants sont ados, ok. Ok, ok. Ils ont quel âge du coup, à peu près? Ah, ils ont 15 et 17 ans. D'accord. Ok. Et c'est important pour toi de débloquer la croissance de ton business pour tes ados ou aucun rapport, c'est pas forcément pour eux que tu bosses aujourd'hui. Et là, en fait, là, tu collectes de la data. Tu prends sa force, tu essayes de récolter sa force pour après, comme dans le judo, l'utiliser contre lui-même. Mais si tu récoltes pas la data et la force, tu pourras pas l'utiliser à la fin de l'appel. Donc la questiologie, j'aurais pu en parler 15 heures. Je vais vous mettre des vidéos de 2 heures où je parle de ça, je vais pas me répéter à chaque fois. Donc ouais, il t'ouvre une porte, une faille, il faut s'y engouffrer. Ça, c'est la questiologie. Autre exemple, il te manque ce supplément d'âme, mais rien ne mais rien ne me dit que tu ne pourras pas le trouver demain. C'est pas à toi de lui dire ça directement, mais à lui de le voir. Et pour ça, il faut lui poser des questions. Donc là, on en revient à la questiologie. On revient sur le sujet que j'ai traité avant de, euh, de faire en sorte que ce soit le discours interne qui close le prospect et pas toi qui le close avec ton discours externe. Et je couple ça aussi à la questiologie, parce qu'au final, ça reste de la questiologie. C'est de faire en sorte de, quand le mec te dit, enfin, si tu te rends compte qu'il lui manque ce supplément d'âme, pose-lui des questions pour que lui-même s'en rende compte. Ne lui dis pas, il te manque un supplément d'âme, c'est pas puissant. Ça va pas l'influencer du tout. Et tu peux lui poser une question du style, si tu te rends compte qu'il lui manque un supplément d'âme, d'accord. Et aujourd'hui, tu penses que tu es à 100% de tes capacités, de ton potentiel? Et là, il va dire, bah non, franchement, c'est vrai que nanani, nanana, ok. Ok, donc tu penses que tu as potentiellement 500 chevaux sous le capot, mais tu en utilises 25. C'est ça que tu me dis? C'est ça que je comprends? Ouais, c'est ça. Et là, en fait, de lui-même, tu es en train de lui faire rendre compte que il lui manque un truc, qu'il a besoin de toi, que tu es indispensable pour lui, et tu es en train de creuser le gap entre son point A et son point B, sa situation actuelle et sa terre promise. Ok. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des moments pas du tout fluides au niveau des transitions. À un moment, tu dis carrément, en fait, tu lui pitches un peu le programme, je crois. Ah non, tu viens de finir la phase de questiologie, enfin, tu viens de finir la phase de découverte où tu poses toutes les questions sur son business. Et après, et après, tu lui dis quoi te dire d'autre, quoi te dire d'autre. Et après, tu cherches un peu tes mots. Et il sent que t'es un peu gêné entre guillemets et que tu cherches un peu tes mots, tu sais pas trop où aller. Et ça dégage un manque de confiance, un manque de certitude. Et la vente, c'est un transfert de certitude. Et c'est comme un château de cartes. C'est-à-dire que tu peux avoir le niveau de certitude maximum durant tout l'appel. Si à la fin de l'appel, tu commences un peu à descendre et t'es pas fluide dans les transitions, et les transitions, c'est très très important dans les appels de vente, le mec va se dire, attends, il n'a pas confiance en son truc. Du coup, s'il n'a pas confiance en son truc, pourquoi moi j'aurais confiance en lui? Je me casse. Et après, le mec se barre. Donc ça, faut faire très attention. Le but, c'est d'être vraiment ultra fluide sur chaque moment de l'appel. Le moment de bâtir le rapport de confiance au tout début, le moment de poser les questions et récolter la data, le moment d'aggraver la situation, le moment de le faire auto-admettre qu'il a besoin de nous, et après le moment de pitcher, et après le closing. Tout ça, ça doit être fluide, ça doit être comme du beurre, ça doit défiler. Et après ça vient en faisant plein d'appels. Au pire, je pourrais même te coacher dessus. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça soit fluide. Il n'y a aucun moment où tu dois être en mode, ok, du coup, ouais, alors, ça doit être fluide. Même juste avant de pitcher, si tu vois qu'il y a un blanc et que le mec te demande pas le prix, etc., tu peux lui poser des questions. Ok, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça a du sens pour toi? Le mec va dire ouais, ça a du sens. Et là, au lieu de laisser un blanc et de pas savoir quoi dire parce que t'es gêné et tu vas pas lui dire le prix directement parce que c'est au mec de demander le prix, tu peux lui dire bah du coup on y va. Et en fait, tout le temps tu dois le diriger vers la vente. Tout le temps tu dois le pousser dans le couloir dans l'entonnoir de vente. Si le mec te demande pas le prix et que t'es gêné, t'es en mode direct tu lui dis du coup on y va, c'est bon pour toi.
Et là, après, il va dire, ah, mais attends, du coup, le prix, c'est quoi? Et là, après, tu l'as. Mais si tu fais pas ça, il y aura trop de blanc et ça va être gênant pour vous deux et ça démontre un manque de certitude. Et c'est pas bon pour la vente. Maintenant, comme dit la chanson, tu ne veux ou tu ne veux pas. Pareil, ça, faut pas dire des choses comme ça. Euh, je comprends ce que tu as voulu faire en disant ça. Tu étais un peu en mode always believing. Always believing qui veut dire à tout moment je peux partir. En gros, toi, Angèle, dans les grandes lignes, tu as réussi ta vie, ça va rien changer à ta vie de closer ce mec à 15 000 ou 80 000 euros. Par contre, lui, tu peux radicalement changer sa vie avec le coaching et toute l'expertise qu'on a, nous quatre réunis. Ça, on est d'accord, faut le faire. Mais il y a des manières de le faire et là, c'est pas assez subtil. Et le always believing, faut le faire un peu en mode anti-vente. À la fin de l'appel, si le mec il prend pas de décision, tu lui dis bah écoute, moi j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Moi ça va rien changer à ma vie, je te le dis cash, hein, ça va rien changer à ma vie que tu t'engages ou pas aujourd'hui. Mais moi j'ai juste pas de temps à perdre. Les clients qui ont plus de résultats avec moi, les dirigeants, c'est des dirigeants qui prennent des décisions rapidement. Moi j'ai pas de temps à perdre. C'est oui ou c'est non. C'est oui ou merde, mais dis-moi un truc. Et moi je vais pas te couvrir après. Ça tu peux le faire comme ça. Mais lui dire bon, maintenant comme dit la chanson, tu veux ou tu veux pas, bof. Ensuite, un truc qu'il a jamais fait dans l'appel, et c'est compliqué de vendre un mec qui fait pas ça, il doit auto-admettre qu'il a besoin de nous. C'est lui qui a pris son rendez-vous, c'est lui qui est en face de toi. Tu dois le mettre face à ses propres incohérences et face à ses propres responsabilités. À aucun moment, le mec a auto-admis qu'il avait besoin de nous. Et un mec qui admet pas qu'il n'a besoin de nous, enfin, un mec qui admet pas qu'il a besoin de nous, c'est très difficile à closer. On doit vraiment être indispensable. Comme j'ai dit, il y a le point A, il y a le point B. Tu dois étirer les deux au maximum, et on étire les deux au maximum pour faire en sorte que quand il arrive en appel de vente au tout début, il se dit bah écoute, point A, point B, je peux arriver à ma terre promise, je peux arriver à mon point B qui est de faire 500 000 euros par an par exemple, ça me paraît facile. On veut qu'à la fin de l'appel, le mec se dise putain, mais c'est. En fait, il y a un pont énorme, il y a un vide entre les deux, c'est loin, j'avais pas vu ça si loin, c'est compliqué, putain, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et ce quelqu'un, c'est nous, et c'est le véhicule ambition. Mais on veut absolument que le mec auto-admette qu'il a besoin de nous. S'il ne le fait pas, c'est archi compliqué de lui vendre. Et tu vas devoir batailler, te justifier, argumenter, et c'est pas ce qu'on veut faire. Donc le mec doit auto-admettre. Et pour ça, bah, il y a la questiologie, tu l'amènes vers ça, euh, et c'est avec des questions. Une question typique, c'est ok, donc j'ai bien compris ta situation, tu m'as dit que tu faisais 200 000 euros par mois, maintenant tu veux en faire 500 000. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore atteint ce résultat? Là, le mec il va te dire bah écoute, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Ok, ok. Et tu penses qu'aujourd'hui tu es en capacité de le faire seul ou pas? Question très directe, mais question qui est frontale, mais question puissante, parce que le mec, s'il te dit ouais, je suis en capacité, bah tu lui dis bah pourquoi tu l'as pas déjà fait? Et là, je vous fais une petite avance rapide, je vais vous en reparler tout à l'heure, de coller, serrer à la culotte le prospect. On en reparle après, mais c'est l'exemple que je viens de donner, je vous en parle juste après. Et c'est ultra important. En gros, ouais, vous avez compris, il faut que le mec auto-admette. Si le mec n'auto-admet pas dans l'appel de vente qu'il a besoin de nous, archi compliqué de lui vendre, c'est trop compliqué. Ensuite, pas prendre note de tout. Il me semble, peut-être j'ai une connerie, hein, mais il me semble, Angèle, que tu prenais beaucoup de notes, j'entendais beaucoup le clavier. Ça sert à rien de prendre beaucoup trop de notes. C'est beaucoup plus efficient de prendre des notes très concises et sur des éléments clés, sur des phrases clés. Typiquement, si le mec te dit je suis un dirigeant qui prend des décisions rapidement, ça tu l'écris. Parce qu'à la fin, quand le mec va te dire bah écoute, j'ai besoin de réfléchir, mais attends, Jérémy, je comprends pas, il y a 25 minutes, tu m'as dit que tu prenais des décisions rapidement. Et là, tu le mets face à ses propres incohérences. Et là, c'est puissant. Mais faut pas tout noter parce qu'en fait, on reste des humains. Moi aussi, j'aime bien faire du multitâche, mais choisir, c'est renoncer. Si tu choisis d'écrire avec ton bout de papier, sur ton bout de papier ou sur ton ordi, eh bah, t'es pas en train de penser à la prochaine question que tu vas lui poser. Et tu es en train de penser à écrire et à l'écouter en même temps. Et donc moi, ce que je veux, c'est que vraiment tu sois focus sur, quand le mec te parle et qu'il répond à ta question, tu sois focus à 100% dessus, et que, et que tu sois aussi focus sur la question d'après que tu vas lui poser. Et que tu sois aussi... Parce qu'en fait, tu peux pas être bon en questiologie si tu es constamment en train de noter durant l'appel de vente. Parce que tu peux pas... C'est comme un lion. Il peut pas sauter sur la 91e gazelle qui est pertinente pour lui à manger, si il est en même temps en train de regarder sa femme lionne, tu vois, c'est compliqué. Donc, très important, on prend des notes, mais genre 3% de l'appel. Pas, il y a plein de closers, ils sont là à prendre des notes tout le temps, ça sert à rien. Surtout que ces notes-là vont servir à rien, potentiellement pour le marketing, mais ça, au pire, on a le recording, on s'en fout. On a la transmission de l'appel, transcription. Prenez des notes, les gars, mais de manière très concise, 5%. Moi, j'écris vraiment très peu de notes, c'est vraiment les trucs ultra importants. Ensuite, Angèle, faut poser une seule question, pas quatre. Un moment, tu l'as pas fait tout l'appel, mais tu l'as fait une fois, donc je le notifie. Un moment, tu lui as dit, mais du coup, c'est quoi ta douleur? C'est quoi ton pourquoi? Où tu veux aller? Et qu'est-ce que tu veux? Question simple. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ou pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'aller faire 500 000 euros par an? Point. Il faut que les phrases soient simples, concises, claires. Le, la confusion, c'est, c'est le pire ennemi de la vente. Faut pas poser des questions où il y a quatre questions dans une seule question cachée. Il faut question simple, concise,
avec des mots simples, pas un langage d'expert. Moi, quand je vends de la pub Facebook ou des trucs un peu techniques, je parle d'une manière très simple. Vous voulez plus de clients? Ok, on peut vous mettre un système pour avoir. Faut parler de manière très simple, pas être en mode pixel, meta ads, comme on parle entre nous en langage technique à longueur de journée. Donc ouais, quand tu pose une question simple, rapide, droite au but. Ensuite, il n'y a pas eu de changement de croyance dans cet appel-là, il n'y a pas eu de surprise. Et dans la majorité de tes appels aussi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on veut qu'il y ait un changement de croyance. On veut qu'il y ait ce que les Américains appellent le aha moment, l'épiphany moment. C'est le moment où le mec se rend compte qu'en fait, il s'est trompé, et en fait, son business, il manque pas de trésorerie, c'est juste qu'il a des besoins latents qui sont juste en dessous de lui. Il est assis sur une mine d'or et il s'en rendait pas compte depuis 10 ans. Et en fait, là, il a l'opportunité de le faire, mais pour ça, il a besoin de nous parce qu'il sait pas comment le faire tout seul. Là, tu vends clairement. Mais si t'as pas ce truc-là de moment de surprise, moment de changement de croyance, c'est compliqué. Et d'ailleurs, un jour, tu m'avais dit en appel, Angèle, il y a un mois et demi, que tu passes constamment ta journée à procurer des effets de surprise à tes clients. Et c'est comme ça que toi, tu survis. Parce que c'est avec cet effet de surprise que les gens restent avec toi, qui te payent sur le long terme, etc. Bah, dis-toi que pour l'appel de vente, c'est pareil. Il faut que tu aies cet effet de surprise chez tes prospects. Ensuite, je te donne un exemple du coup concret. À un moment, il te dit, j'ai envie de trouver la techno ou la rupture pour découvrir. J'ai envie de trouver la techno et la rupture pour découvrir un truc technique, je sais pas ce qu'il raconte. Et en gros, avoir un business qui peut impacter le secteur mondial sur 20 ans. Et en fait, là, la croyance que tu peux changer chez ce mec, c'est. Donc attends, je dis aussi ce qu'il a dit après. Aujourd'hui, je vois pas de rupture pour réinventer la roue. En fait, le mec, tu peux lui changer sa croyance. Mais en fait, t'as pas besoin de réinventer la roue pour faire 100 millions. Et ça, tu peux pas lui dire frontalement comme ça, mais tu peux lui poser des questions. Tu peux lui dire, je crois que je l'ai noté ici. Est-ce que tu me permets de te poser une question, Jérémy? Il va te dire oui. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément réinventer la roue pour avoir un projet sur 20-30 ans qui fait 100 millions? Ou est-ce que tu, ou est-ce que tu penses que c'est indispensable? Et après, tu peux dire, enfin, et si là, il va pas dans ton sens, tu peux lui dire, mais il n'y a pas de grands dirigeants qui ont fait des milliards ou des centaines de millions d'euros ou de dollars et qui ont pas innové? Et là, en fait, de lui-même va s'en rendre compte. Et on veut ce petit changement de croyance, et ça, il en faut plein à plein de moments dans l'appel. Parce que si en fait, il n'a pas de changement de croyance, émotionnellement, il bouge pas. Et on veut qu'il bouge, on veut qu'il soit malléable, on veut qu'il soit instable. S'il est stable, ancré, et que il est sur ses positions, il campe, il est en mode logique, tu vas rien lui vendre, c'est compliqué. Donc ouais, il faut le changement de croyance, comme j'ai dit. Euh, ok. Après, tu fais beaucoup de métaphores. Comme tu fais avec nous en appel, et nous on kiffe ces métaphores. Mais en appel de vente, ça fait un peu trop, c'est court. Ça fait un peu amphithéâtre. Ça fait un peu le mec qui vient et qui récite son truc. Mais dans un appel de vente, c'est pas ouf. En coaching, c'est cool. En appel avec nous, c'est cool. Le couteau et les, enfin, j'ai oublié ce que tu dis, mais t'es la poule et t'as le couteau. Enfin, tout ce genre de phrases que tu connais bien. En appel de vente, c'est pas si ouf que ça. C'est pas optimisé. Par contre, il y a des métaphores qui sont très puissantes à utiliser. Donc tout ce qui va être métaphore un peu comme tu le dis, ah ouais, t'es la poule, t'es l'œuf, maintenant t'as le couteau, qu'est-ce que tu fais? Pas ouf. Par contre, les métaphores en mode, et tu l'as fait un moment, j'ai l'impression que t'as 500 chevaux de moteur et qu'aujourd'hui t'en exploites 250, ça c'est ultra puissant. Donc ce genre de métaphores qui servent à la conversion et qui nous emmènent directement dans la frustration, dans la création d'émotions chez lui, ça c'est puissant. Mais les métaphores un peu en mode, voilà, c'est une belle phrase qui sonne bien et c'est cool, mais qui change pas grand-chose pour lui et sa vie et en termes d'émotions, faut oublier. Cette phrase-là, surtout dite en mode innocent, constat naturel, elle est puissante, celle que je viens de dire ici. Si tu le dis en mode accusateur, c'est pas ouf. Par contre, si tu le dis en mode, mais putain, mais Jérémy, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que t'as 500 chevaux de moteur, mais qu'aujourd'hui t'en exploites 250. En mode innocent, en mode tu viens de t'en rendre compte. Ça, c'est puissant. Ouais, là, je t'ai dit, imagine le médecin te dire des phrases comme ça. Imagine t'es chez le Toubib et il te sort des phrases un peu comme ton truc avec le couteau, la poule. Tu vas être en mode, ouais, ok. Du coup, c'est quoi le médicament que tu vas me prescrire? Parce que là, je comprends pas trop le rapport. Tu vois, il va être un peu en mode comme ça, donc ça, faut faire gaffe. À un moment, il te dit, je suis un bon manager. Et là, j'ai écrit creuser parce que tout à l'heure, je te l'avais expliqué, mais là, je montre une autre preuve, un autre exemple. Quand le mec te dit, je suis un bon manager, il faut le challenger. Et toi, t'aimes bien challenger les gens, donc je pense que ça va te plaire. Il faut creuser, en fait. Est-ce que sa vie démontre aujourd'hui que c'est un bon manager, oui ou non? Et ça, tu peux poser des questions. Si le mec te dit, c'est un bon manager, tu peux lui dire, ah, d'accord, je comprends. Aujourd'hui, ton taux de turnover, c'est combien dans ton business? Enfin, il a combien ton taux de turnover? Est-ce que tes salariés restent longtemps? Est-ce que tes salariés sont fidèles avec toi? Ok. Et si ces salariés sont fidèles et que c'est un bon manager, tant mieux. Au moins, tu auras creusé. Mais le mec peut te raconter des salades, et si tu vas pas creuser sur ça, bah, tu peux pas te rendre compte de ses réelles problématiques, et du coup, on peut pas lui vendre la solution à ses problématiques. Donc, faut vraiment rien prendre pour acquis. Comme j'ai dit sur les formulaires, quand Joris a dit oui, il est pas qualifié, ça, on s'en fout. Faut vraiment arriver dans l'appel en mode, j'ai aucune fausse croyance sur ce mec-là, je vais juste creuser, m'assurer que le mec me raconte pas des salades, et si le mec n'est vraiment pas qualifié, ou si le mec n'est pas un bon manager, au moins, je vais le savoir. Mais vraiment creuser, c'est ultra important. Et toujours se demander, est-ce que sa vie démontre ça? Je m'en fous de ce que le mec vient de me dire, mais est-ce que sa vie démontre ça?
Et comment on voit si sa vie démontre ça? Dans les faits, dans les actions, dans les inactions et dans les chiffres, dans les KPI. C'est quoi son taux de turnover aujourd'hui? Le mec te dit que c'est un bon manager, ok. Mais si mec, t'as un taux de turnover où la majorité de tes équipes elles changent toutes les années, c'est qu'il y a un souci, t'es pas un si bon manager que ça, et je vais te le dire frontalement. Et là, tu peux le dire. Mais t'auras creusé avant, tu vois. Et surtout, il s'en sera rendu compte lui-même de cette incohérence parce que tu lui auras posé la question. Mais si tu le rentres dans l'art directement et tu lui dis non, t'es pas un bon manager, ça, c'est chaud. Faut pas faire ça. Ça, je l'ai déjà dit, on ne coach pas dans l'appel directement, on coach uniquement sur la prise de décision. Et ça, oui, si tu veux coacher Angèle dans l'appel, coach-les uniquement sur leur prise de décision. Les coach pas sur leur leadership, les coach pas sur comme exactement tu fais en coaching. Ensuite, pas closer tous les prospects de la même manière, être beaucoup plus polyvalent. Parce que oui, Angèle, j'ai analysé beaucoup d'appels de vente que tu as fait, et tu tentes de closer les prospects de la même manière, alors que les prospects sont complètement différents. Tu as des prospects qui sont type vert, un peu social et un peu logique. Tu as des prospects qui sont rouges, tu as des prospects qui sont bleus, tu as des prospects qui sont jaunes. Tu as des prospects avec son casse, là, orgueil, nouveauté, sécurité, argent. On peut pas closer toutes les personnes de la même manière. Et c'est pour ça que c'est très important dans les 5 à 10 premières minutes de l'appel de comprendre exactement la personnalité du mec que tu as en face de toi pour savoir exactement comment le closer. Je vous donne un exemple. Moi, sur le son casse, ma personnalité, c'est sécurité. Quand je vais acheter des choses pour ma fille, je vais absolument regarder la composition pour être sûr que tout ce que je vais mettre sur sa peau, ça va pas aller dans son corps et créer des choses bizarres. Et bah, quand un vendeur va me vendre un truc, quand Alec Henry m'a vendu un truc en 2019, il m'a vendu la sécurité, il m'a vendu la garantie, il m'a vendu le. Mais si Alec Henry est arrivé en mode, bah, il vend à tout le monde de la même manière, il m'aurait jamais vendu son programme à 2000 € parce qu'il m'aurait vendu son truc tout fait, son truc copié-collé. Moi, ça m'aurait pas parlé, je serais parti. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compris dans les 5 premières minutes de l'appel que j'étais un acheteur sécuritaire et le mec m'a vendu que ça. Il a basé tout son pitch et toutes ses questions sur, ok, comment on va faire en sorte que tu aies un maximum de résultats et comment je peux t'assurer que tu auras du résultat. Et le mec m'a vendu. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aussi, Joris, Yann, Angèle et moi, sur, euh, sur les prospects qu'on a au téléphone. Parce qu'en fait, vous pouvez passer 90% de votre temps à parler au prospect, mais si vous lui parlez pas avec les mots qu'il a envie d'entendre, par rapport à sa personnalité, à lui, de dirigeant, ça va être compliqué de lui vendre aussi. Et c'est pour ça qu'on aura des taux de conversion pourris. Donc pour avoir des bons taux de conversion, il faut absolument connaître la personnalité du mec. Et ça, je vais vous donner des exemples concrets de la matière juste après là. Donc ouais, on peut pas closer les prospects de la même manière, il faut être beaucoup plus polyvalent. Identifier dans les 5 premières minutes avec des questions pour comprendre quel son casse il est, quel type de personnalité il a. Par exemple, Yann, il a un type de personnalité vert. Il est en mode, il file droit, euh, il a sa structure. Quand on sort de la structure, ça le frustre et c'est normal. C'est parce que c'est sa personnalité, il est comme ça. Moi, je suis l'inverse. Moi, je suis le créatif. Je suis en mode, c'est n'importe quoi. Je suis chaotique, et dès qu'on veut me structurer, ça peut me frustrer. Donc, on est tous complètement différents. J'ai pris l'exemple de Yann et moi parce qu'on est à l'opposé. Si vous vendez un truc à Yann ou si vous vendez un truc à moi et que vous vendez de la même manière et que vous n'avez pas compris qu'on est complètement différents, vous allez être dans la merde pour nous closer tous les deux respectivement. Par contre, si vous faites ce travail-là de poser les questions et de comprendre la personnalité, en posant de simples questions, c'est magique. On a cette chance-là de juste poser des questions et avoir les réponses. Bah là, lui-même va pas réellement se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, vous allez avoir les outils pour le closer. Il vous met la recette sur un plateau doré pour le closer, quoi. Euh, Exemple avec Jérémy. Jérémy, c'était un vert, un vert jaune, c'était un social. Lui, il faut lui vendre l'impact des clients qu'il rate car il est limité avec son business. Tous les gens qu'il ne peut pas aider. Lui, l'argument de vente, c'est sur ça qu'il doit être porté. Quand on pitch, ça doit être en mode, ouais, on va t'aider à avoir une offre beaucoup plus scalable et à pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, tu es frustré parce que tu ne peux pas aider un nombre indéfini de personnes. Et je sais que tu aimerais le faire, mais tu peux pas le faire. Ensuite, tu peux aussi lui vendre qu'il va laisser une trace et faire grandir ses équipes, les faire rayonner, etc. Là, ouais, tu peux lui vendre l'équipe. Tu peux lui dire, écoute, aujourd'hui, ton business, il attire pas les talents. Il attire pas les talents, on va être honnête. Entre toi et moi, on va être honnête. Toutes les questions que j'ai posées, c'est le constat qu'on peut faire ensemble. Mais si je te disais que d'ici 6 mois, tu aurais une équipe de e-players autour de toi, des gens qui bossent pour impacter des clients comme toi, qui sont drivés par ça, qui sont animés, tu as une équipe autour de toi que tu fais grandir, des gens que tu payes bien, des salariés que tu payes bien et tu es content de bien les payer. Parce qu'aujourd'hui, Jérémy, il me semble que tu m'as dit ça, hein, si je me trompe, tu m'arrêtes, mais il me semble que tu m'as dit que tu es frustré parce que tu peux pas payer à la juste valeur tes salariés. Et tes salariés, du coup, toi, tu les aimes, mais eux ne t'aiment pas parce qu'ils te voient comme le méchant patron. Et du coup, tu as envie d'être reconnu socialement par la société. Et enfin, vous voyez comment j'articule le truc. L'argumentaire, il est complètement différent si je parle à Yann, si je parle à Jérémy, si je parle à Angèle, si je parle à moi-même ou à Joris. Et si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Donc comment on fait pour avoir ça? Très simple. Il y a plusieurs choses. Il y a son casse et il y a les 4 couleurs. Les 4 couleurs, je vous partage ça sur GPT, je vous montre un exemple. Donc les profils de personnalité des couleurs, je vous les présente. Il y a la couleur rouge, c'est le dominant.
Lui, c'est le direct, compétitif, orienté résultat. Il aime être en contrôle. Son moteur, c'est l'ambition, la compétition et le pouvoir. Comment vendre à un rouge? Il faut être direct et aller droit au but. Il n'aime pas les discussions inutiles. Il faut mettre l'accent sur les résultats rapides et leur avantage concurrentiel. Et exemple, ce plan vous place clairement en leader sur votre marché. Le rouge, c'est à 100% mon ancien associé. Et je vous fais une petite anecdote de 30 secondes. On était en appel de vente avec le responsable des ventes de Danlock. Danlock, qui est un américain qui apprend à faire, qui est très chaud en vente, etc. Ils essaient de nous vendre un programme à 50 000 euros, un mastermind. On est en appel de vente, ça fait 1 heure et demie que le mec, il n'a pas compris que mon associé, c'est un rouge. Il n'a pas compris ça. Et du coup, ça fait 1 heure et demie quand je vous dis il essaye de tout dire, il piche tout ce qu'il peut, il tire à côté de partout, ouais, il y a ça, il y aura ça, tu auras ça en plus, ton business on va scaler, ton business on... Et quand je vous dis le comportement corporel, parce qu'on était en visio, le comportement corporel de mon associé, il était comme ça. Ok, yes, yes. Quand je vous dis à un moment, il y a un truc qui a changé, c'est que le mec a partagé son écran, il a montré les clients qu'il y avait dans le mastermind, et à un moment, il a vu le nom d'un de nos concurrents en France, enfin qui est basé au Canada mais sur le marché français. Quand il a vu le nom, je vous jure, enfin je vous assure que il était comme ça. Et d'un coup, il a fait wait. Please, can you just show me the guy just before? Il a descendu, il a vu le nom du mec, il a fait. Il nous a dit, les gars, il y a Xavier dedans. Putain, il y a Xavier. Putain, il y a Xavier. Et là, en fait, le mec, il a compris. Et en anglais, il a dit, ah, Xavier, c'est ton concurrent. Et là, tout de suite, il a compris. Il lui a vendu la prestation en 10 minutes. Il a dit, ah, ok, il y a Xavier, ouais. Bah, Xavier, c'est un mec qui est chez nous. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il est très bon sur son marché. Il est en train de prendre de l'avance en ce moment. Et il a joué la carte sur le concurrent qui est en train d'avancer alors que toi, t'es en train de stagner. Il lui a vendu la prestation. Donc, vous voyez à quel point c'est puissant. Ça, c'est un exemple vraiment concret. Ensuite, on a le saphir, c'est le bleu. Axé sur les relations, le calme, il aime l'harmonie, l'aversion pour le risque. La sécurité, c'est ça qui veut la stabilité et les relations solides, ça c'est un peu moi. Insiste sur la fiabilité et la stabilité de ta solution. Garantie. Moi, à chaque fois que j'achète un truc, je suis en mode garantie. Crée un lien émotionnel et rassure-le sur les risques. Pareil, ça me parle de ouf. Vous pourrez avancer en toute sécurité grâce à notre accompagnement constant. Ça, c'est un exemple de merde. Mais vous avez compris. Là, c'est le bleu. C'est le mec un peu créatif, un peu dans les relations. Le mec qui aime bien quand, il aime bien la sécurité, la stabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais rouge, bleu, c'est jamais dichotomique. C'est pas je suis 100% bleu, je suis 100% rouge, je suis 100% jaune, je suis 100% vert. C'est je suis genre 68% vert, 32% jaune, enfin vous avez compris. Ensuite, vert, c'est l'émeraude. Ça, c'est Yann, à mon avis. Détailleur, logique, il aime les faits et les chiffres. Il est peu émotif. Il s'en fout complètement. Ce qu'il aime bien, c'est la précision, la logique et les données fiables. Il faut lui fournir des preuves, des chiffres et des plans clairs. Sois patient car ils ont besoin de temps pour réfléchir. Et exemple, voici un aperçu détaillé des résultats obtenus par d'autres clients dans votre situation. Typiquement, moi, si je devais vendre un truc à Yann, ben, je fais le diagnostic avec lui et au bout de 20 minutes, je partage mon écran et je lui montre des mecs verts comme lui, exactement comme Yann, qui aiment la structure. Je lui montre des mecs qui sont passés de 25 000 euros par mois à 300 000 euros par mois ou un exemple comme ça. Et je lui montre des gens qui ont scalé avec des chiffres, avec des messages, avec des conversations, avec des KPI, avec des tableaux, avec de la structure. Je lui mets de la structure dans la tête. C'est ce qu'il a envie, je lui donne. Je lui vends ce qu'il a envie. Et si j'arrive vers Yann et je lui vends l'émotion, je lui vends la créativité, jamais il va acheter. Il va me dire, ah, je dois y réfléchir. Et le mec, il va jamais acheter. Donc ça, c'est vert. Et ensuite, on a le jaune. Extraverti, optimiste, motivé par l'innovation, aime les interactions sociales. Ça, c'est aussi un peu moi. Je suis, je suis bleu jaune. Extraverti, optimiste. Ce qu'il aime bien, c'est la reconnaissance, la créativité et l'appréciation sociale. Moi, par exemple, au foot, j'étais un joueur de foot qui avait besoin d'avoir la reconnaissance de mon entraîneur, sinon je n'étais pas en confiance. Pareil, quand j'achète un truc, il faut me vendre ce truc-là, que je me sente confiance. Sois dynamique et inspiré avec des histoires à succès. Moi, ça m'inspire de ouf. Mets l'accent sur les opportunités excitantes et les réseaux qui le rejoindront. Ça, typiquement, un mec comme moi, il faut que tu me vendes les accès directs, les raccourcis. Il faut que tu me vendes le fait que je vais avoir accès à des privilèges et je vais avoir accès à des dirigeants que j'aurais jamais eu accès si j'ai resté dans mon coin seul isolé. Exemple, vous ferez partie d'une communauté de leaders qui partagent les idées et innovent constamment. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce projet? Alors, comment identifier la couleur de ton client en début d'appel? Primordial, c'est ce que je vous disais juste avant. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce projet? Le mec ou avec ton business? Obtenir des résultats rapidement. Là, tu sais que c'est un rouge. C'est un mec un peu comme Angèle, c'est un mec qui veut aller droit au but. Il est en appel en mode, ouais les gars, il y a combien de rendez-vous? Où on en est? Ouais, je suis en train un peu de me faire chier en ce moment. Il lui faut du résultat. Ensuite, il y a le bleu. J'ai envie que tout se passe bien, que ce soit fluide et sans problème. Ensuite, il y a le vert. Avoir un plan clair et des données pour m'appuyer. Ça, c'est Yann. Ensuite, faire partie d'un projet stimulant et connecté. Ça, c'est un peu plus Joris. Comment prenez-vous habituellement vos décisions? Je vais droit au but, je sais ce que je veux. Le bleu, c'est je préfère prendre mon temps et consulter mon entourage. Bon, bref, je passe un peu, au pire, vous mettez pause, je pense que vous avez compris.
Mais dernier exemple, qu'est-ce qui vous motive dans ce changement? Être le meilleur dans ce que je fais, dépasser mes concurrents. Le bleu, c'est assurer un avenir serein pour moi et mon équipe. Ça, c'est plus Jérémy, du coup. Le vert, c'est éviter les erreurs et prendre des décisions éclairées. Et le jaune, c'est faire quelque chose d'excitant et d'innovant. Ça, c'est moi et Joris, par exemple. Et bref, après, bon, au pire, vous me mettrez pause, je vous défile un peu pour avoir la conversation avec GPT. Mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'était uniquement les quatre couleurs. Ça régit un peu la majorité des gens, ces quatre couleurs-là. Et comme j'ai dit, c'est pas dichotomique, c'est un mix de deux couleurs en général, pas trois, pas quatre. Deux couleurs, en général, c'est à peu près ça. Euh, Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est aussi les différents types de dirigeants. Il y a des dirigeants comme Jérémy qui sont des dirigeants héritiers. Le mec, il s'est pas levé un matin en mode je vais être dirigeant, je me suis fait de moi-même, je suis parti de zéro, je suis parti de un peu comme Angèle et moi par exemple, ou Yann et Jory, je sais pas vraiment leur histoire, je connais pas en détail, mais en tout cas je connais celle d'Angèle et moi. Et du coup, un dirigeant héritier, tu vas pas lui vendre de la même manière qu'un dirigeant en mode rouge qui a tout bâti de lui-même, qui a engagé sa trésor, qui a engagé sa maison, qui a engagé sa femme, qui a. Donc prendre aussi en compte ça. Prendre en compte est-ce que le mec a hérité, est-ce que le mec c'est un vrai dirigeant qui est parti de zéro, est-ce que le mec il y a plein de dirigeants différents. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 dans une étude que vous avez envoyée sur WhatsApp, allez voir. Mais voilà. Et aussi il y a le son casse, je l'ai pas précisé ici. Le son casse, vous connaissez déjà, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, son casse, confort, argent, sympathie, et le E c'est environnement. Environnement en mode faut lui. Enfin bref, on s'en fout, c'est un peu pour les écolos. Bref, son casse pareil. Euh, en- Si le mec commence à vous parler de garantie, dès le début de l'appel, vous savez très bien que le mec c'est un mec sécurité. Si le mec au bout de 3 minutes de l'appel il dit écoute, je suis dirigeant, mon temps est précieux, c'est combien? C'est quoi le prix? Rouge. Vous devez lui vendre du résultat rapidement, de l'impact, que dès demain on peut faire un appel et il rentre dans le coaching et vous avez compris. Les résultats, les résultats, les résultats. Bref, son cas, c'est, je vais pas m'éterniser comme je me suis éternisé sur l'autre truc, mais son cas c'est primordial aussi. Ensuite, j'accélère un peu. Il faut mieux cadrer l'appel et maîtriser la cadence. Ne pas trop rentrer dans le détail. Ouais, Angèle, dans l'appel là et dans les appels que tu fais en général, tu maîtrises pas assez la cadence. C'est-à-dire que il y a plein de moments où tu vas te disperser, le prospect va se disperser aussi, et tu remets pas le prospect sur les bonnes rails. Juste en dessous, j'ai écrit qu'il faut jamais couper la parole à un prospect, mais on peut violer cette règle uniquement quand le prospect se disperse et que ça engendre beaucoup trop de temps et que ça nuit à la conversion. Donc, garde en tête, Angèle, qu'il faut beaucoup mieux cadrer l'appel et maîtriser la cadence. C'est toi qui maîtrises le call, c'est toi qui es le leader dans le call, c'est pas le mec, et tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser l'appel. Tu dois faire en sorte de respecter certains schémas d'appel, certaines phases de l'appel dans un certain timing, mais c'est toi qui as la main mise à 100% sur l'appel, c'est toi qui as l'emprise, c'est pas le mec. Si le mec se disperse, boum, tu le recadres. À un moment, je crois que Jérémy il se perd pendant 10-15 minutes, boum, tu le recadres. À un moment, toi-même, tu te perds et tu parles pendant 10-15 minutes de leadership, etc. Questiologie, récolte d'informations, tu maîtrises et tu passes à la suite. Et toujours avec en tête le fait qu'on va vers la vente. Couper la parole pour remettre sur les bonnes rails, c'est autorisé. Mais couper la parole quand le prospect te donne de la data et répond à tes questions, faut jamais le faire. Et ça, tu l'as fait une seule fois, mais je te le notifie quand même vu que tu l'as fait. Ne jamais couper la parole à un prospect qui répond à une question et qui est en train de dire des choses intéressantes. Parce que du coup, tu vas pas pouvoir écouter vu que tu l'as coupé et qu'il parle plus. Et derrière, tu pourras pas utiliser ça contre lui. C'est un peu le même principe que 90% du temps, faut pas parler. Exemple, il te parle de son rôle de leader. Collecte l'information. Ne rentre pas dans le détail pendant 5 minutes sur les différentes postures du leader. Ça, on s'en fout. Ça se voit en coaching. Tu verras ça le lundi matin en coaching avec lui. Quand il sera rentré. Mais il va pas rentrer du coup si on le coach. Donc, le mec te parle de sa posture de leader. Ok, je comprends. Ok. Donc aujourd'hui, ta problématique, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as du mal avec ta posture de leader parce que tu as un salarié qui est arrogant et tu nanana. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça, Angèle. Ok, je comprends. Et du coup, ça fait combien de temps que. Et là, tu pars sur. Enfin, tu creuses, mais tu enchaînes, quoi. Tu réagis pas, comme j'ai dit tout à l'heure, en mode dans la réaction. Ensuite, il y a des objections qu'on peut exclure qui sont assez simples en début d'appel. Ça, tu le sais déjà, mais c'est un bon rappel pour tout le monde. En début d'appel, certaines objections, faut vite les barrer. Euh, la question de l'associé. Tu peux lui dire, à la fin de l'appel, il faudra me dire oui ou non. Tu peux me dire non, il n'y a aucun souci, mais je veux un oui ou un non franc. Et aussi, est-ce que tu es décideur? Est-ce que si à la fin de l'appel, ça te plaît, tu vois que c'est compatible avec tes problématiques, cette solution que je vais te proposer, est-ce que tu es en capacité de prendre une décision dans cet appel, oui ou non? Ou est-ce que tu vas me dire, j'ai besoin d'en parler à mon associé? Et si le mec te dit oui, tu dis, bah écoute, on reprogramme l'appel tout de suite, ou va chercher ton associé s'il est dans des parages, et on fait l'appel avec lui. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Et ça, tu peux le dire, hein. Tu dis, mon temps est précieux, le tien aussi, j'ai pas de temps à perdre à parler pendant 3 heures, et à la fin que tu me dis, j'ai besoin de réfléchir. Ça, tu peux être franc avec eux. Mais toujours bien préciser que c'est ok s'ils disent non. C'est pas un appel sous haute pression, c'est oui ou c'est non. Dans les deux cas, ça me va, mais je veux juste une réponse, j'ai pas de temps à perdre. Je vais pas te courir après, quoi. Je bois un peu d'eau parce que je débite beaucoup.
À mon avis, c'est une vidéo qui est longue, mais prenez le temps de la regarder prenez le temps de la regarder en plusieurs parties si nécessaire, mais regardez-la jusqu'au bout. C'est très important parce que tous les conseils de dingue que je suis en train de donner, c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher des gros retours sur investissement et d'aller chercher des 20, 30, 40, 50. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de rendez-vous pour le moment, donc ouais, faut qu'on soit décisif. Moi, le premier demain matin, si le mec répond. Reprendre sur les mots. À un moment, le mec te dit combien ça coûte. Et tu dis ça coûte tant. Jamais dire le mot coûte. Quand le mec te dit combien ça coûte, j'ai dû entendre ça au moins 1500 fois dans des appels, quand moi-même j'ai pris des appels, à chaque fois je dis à la personne, ça ne coûte pas parce que c'est un investissement. L'investissement est de temps. Toujours reprendre. Quand tu entends un mot qui te fait tilt, tout de suite pas hésiter à dire au mec non, non, c'est pas ça, c'est ça, en gros. Alors, au niveau du pitch, Angèle, t'es un fusil à pompe. Et moi j'aimerais bien que tu sois un sniper. En gros, tu prends ta carabine et tu tires plein de cartouches partout. Et je vais te donner un exemple concret, hein. À un moment, donc, tu es en train de pitcher l'offre d'ambition et tu dis alors, ce qu'on va voir, c'est comment je règle les conflits avant que ça dégénère, comment t'enrichir et déléguer ou je sais pas quoi, croissance et attirer les talents, innovation, R&D stagné, équilibre vie pro-perso, et puis, et voilà, et donc ça, c'est toi qui dis ça, hein, et voilà, et en fait, le pitch, à chaque fois, il doit être différent dans un appel de vente. Si je pitch Yann, je vais jamais lui faire le même pitch que j'aurais fait à Angèle ou Joris, ou que je me serais fait à moi-même. Le pitch, l'art du pitch, c'est juste de récolter toute l'information pendant 90% du temps quand il parle en début d'appel, et à la fin, de lui présenter sous un angle où il se dit putain, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin. Et pour Jérémy, par exemple, ça aurait été de dire bah écoute, l'offre ambition, qu'est-ce qu'on va te permettre de faire? On va te permettre de t'entourer d'une équipe que tu vas pouvoir gracieusement payer, parce que tu vas pouvoir te permettre de nanani nanana nanana grâce à cette étape-là. Et derrière, et en fait, tout ce que le mec t'a dit que t'as noté, les 5% de prise de notes que j'ai dit tout à l'heure que tu as noté, ça, tu les cadres dans le pitch. Et dans ton offre, tu parles de uniquement ça. Et à aucun moment tu parles de, faut être un sniper. Faut pas être un fusil à pompe à tirer partout. Parce qu'en fait, chaque fois que tu vas tirer partout avec ton fusil à pompe, tu vas créer de nouvelles objections. Moi, je veux que tu sois un sniper, Angèle. Je veux que tu sois en mode, le mec t'a dit un truc il y a 35 minutes, tu l'as noté sur ton truc, boum. Quand tu lui parles de ton offre et des 3 étapes qu'il y a dans l'offre pour passer de son point A à son point B, étape 1, boum, tu lui tires une balle dans la tête parce que tu lui parles exactement ce qu'il t'a dit au tout début. Si le mec te dit, moi, ce que je veux, c'est que j'en ai marre d'avoir une incertitude sur ma trésorerie et c'est en train de me pourrir en tant que leader, et j'ai peu de leadership, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un plan de trésorerie de manière très précise et tu auras une feuille de route pour te permettre de reprendre confiance, d'avoir un tableau de bord au niveau de ta trésorerie et de gommer toute cette incertitude qui t'empêche d'être le leader que tu aimerais incarner aujourd'hui. Boum, là le pitch il est parfait parce que tu lui dis exactement ce qu'il a envie d'entendre et tu lui vends ce qu'il veut acheter. Mais ne jamais être en mode fusil à pompe, boum, 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 être en mode sniper. Retenez bien cette métaphore. Donc là, ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et pareil, t'as vu là comment j'ai de la certitude et de la confiance quand j'en parle, c'est parce que je m'appuie sur ce que le mec m'a dit. Et je sais que c'est en train de lui plaire parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Je me sers juste de sa force. C'est comme du judo, du taekwondo. Et j'ai de la certitude. Mais si tu pitches un peu partout, t'es en mode, bah, et puis ouais, et voilà, et il y aura aussi ça. Le mec perçoit un manque de certitude, il dit, attends, le mec n'a pas certitude en lui-même, pourquoi j'aurais certitude en lui? Pourquoi j'aurais certitude dans son accompagnement? Je me casse, et j'achète pas. Ou en tout cas, je lui dis que je vais acheter et j'achète pas. Ensuite, tu prends jamais le pouls en gêne. À aucun moment, quand tu pitches pendant 5-6 minutes, tu fais des pauses toutes les 1 à 2 minutes pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que ça fait sens pour lui? Tu demandes pas si c'est clair. En fait, tu dois valider à chaque étape. Vois ça comme vraiment prendre le pouls. Tu prends le pouls de ton prospect. À aucun moment dans un pitch, il faut que pendant 5 minutes tu parles et que lui soit dans le silence. Un pitch, c'est tu parles de l'étape 1 et tu lui demandes son retour. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle. Ensuite, étape 2. Une fois que tu as pitché ton étape 2, euh, faut pas dire à chaque fois est-ce que ça te parle, faut pas se répéter. Ça fait sens pour toi? Ouais, ça fait sens. Ok, étape 3, nana. T'en penses quoi de l'étape 3? Ouais, c'est très puissant. Et du coup, là, tu prends le pouls. Mais si tu prends pas le pouls, à aucun moment tu sais ce que le mec est en train de penser, tu vois. Et c'est très dangereux de faire ça. Parce que c'est un peu comme vomir son pitch. Donc, ouais, faut faire gaffe à ça. Ensuite, à un moment, tu parles de faire un SWOT, de faire un plan stratégique, et en fait, tu lui donnes le comment. Le mec s'en fout complètement. Le mec, ce qu'il veut, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la transformation? Où je vais aller? Le mec veut les bénéfices, le mec veut les résultats. Donc, ça sert à rien de parler du SWOT, du plan stratégique, de. Je te fais une métaphore, mais tu dois vendre les pieds dans le sable chaud à l'île Maurice. Tu dois pas vendre le trajet de 12 heures d'avion avec l'hôtesse de l'air qui va te servir du fromage et du popcorn et je sais pas quoi, tu vois. Donc, tu peux parler brièvement du plan stratégique, etc. Mais ça, c'est 1% de ton pitch, c'est 10 secondes. Le reste de ton pitch qui dure 2 à 3 minutes, c'est je vais t'aider de passer à ça, à ça. Et tu vas passer de cette émotion à cette émotion. C'est juste ça le pitch. Et tu vas le faire de telle manière et ça va te permettre d'atteindre ça. Et mon offre aujourd'hui, elle répond exactement à ta problématique. Tout ce que tu m'as dit, boum, 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 boum.
Ensuite, il n'y a pas de projection claire. Il faut lui vendre la transformation par rapport à tout ce qu'il t'a dit. Ça, je me répète. Mais ça, tu l'as pas fait car tu as parlé 90% du temps. Ouais, le prospect se projette pas du tout en fait. À aucun moment il se projette parce que vu que tu tires avec ton fusil à pompe, c'est pas très clair, c'est pas très précis, il voit pas la valeur. Et pourquoi il voit pas la valeur? Il voit pas la valeur tout simplement parce que c'était pas assez précis et que tu l'as pas assez laissé parler. Pour que le mec puisse se projeter, il faut absolument que tu sois en mode étape 1, étape 2, étape 3 et que chaque étape que tu dis, tu touches en plein dans le mille exactement ce que le mec a besoin et ce qu'il ressent qui est important pour lui. Et ça, t'as pas pu le faire et t'as pas pu le projeter parce que t'as tiré au fusil à pompe. Ensuite, tu ressens qu'il va se dire que si tu aides que ces boîtes-là, c'est pas ouf. Ouais, en gros, là, on est dans un moment de l'appel à la fin, où en gros, tu lui parles d'Orbea ou je sais plus qui, tu lui parles des mecs que tu as accompagnés qui font 3, 4, 5, 30 millions. Et en fait, le mec, tu sens t'es un peu en train de le perdre, il est en train de te dire, mais ah ouais, ok, t'accompagnes ce genre de structure, mais moi, est-ce que ça va marcher pour moi? C'est un peu ça qu'il te dit. Et du coup, tu fais un truc qu'il faut jamais faire en appel de vente, c'est que tu compenses. Vu que tu sens que tu es en train de le perdre, tu compenses naturellement et tu te justifies par rapport à Delco que tu as accompagné, par rapport à Intersport que tu as accompagné, par rapport à machin chouette. Et en fait, donc ouais, tu dis ouais, je leur prends 80 à 120 000 euros à 120 000 euros à l'année. T'as pas besoin de dire tout ça. Ça, c'est un frein à la vente. T'es en train de le perdre, le mec. Euh, En fait, je l'ai mis ici et je vais mettre en gras. Celui qui se justifie se crucifie. C'est le responsable des ventes d'un business qui tourne à 1 million d'euros par mois sur le marché français qui m'a dit ça, et c'est ultra vrai et très pertinent. Celui qui se justifie dans un appel de vente se crucifie. Ne jamais, au grand jamais, se justifier. Moi, quand le mec essaye un peu de me mettre dans les cordes et qu'il me pose une question, par exemple, typiquement, il y a beaucoup de mecs dans l'immobilier, ils me disaient, ouais, mais toi, t'as investi dans l'immobilier? Non. Et je disais juste non. Et j'étais pas en mode, non, j'ai pas investi parce que j'ai pas le temps, et si je fais ça, je perds la vente. Quand le mec me disait, t'as investi dans l'immobilier, toi? Non. Et là, il me disait, ah, pourquoi? Et là, c'est lui qui me demande. Donc là, je peux expliquer. Je me justifie pas, je me justifie pas, j'explique. Bah, moi, j'ai pas investi dans l'immobilier parce que j'ai très peu de temps, mon temps est précieux. Et moi, je gagne beaucoup plus d'argent à investir en publicité plutôt qu'à investir dans l'immo. Mais j'ai un profil différent du tien. Et là, ça fait sens pour lui, c'est logique, preuve par la logique. Et le mec se dit, ok. Mais si j'étais parti en mode, ah non, non, enfin, moi, j'ai pas encore investi, mais c'est parce que j'ai investi en pub et c'est parce que. Le mec se serait dit, ça sent un peu la merde. C'est bizarre son histoire. Donc, ouais, jamais dire je prends 80 000 euros à 120 000 euros à l'année, jamais, ne jamais se justifier. Ensuite, 15 000 euros paiement cash, 3 versements de 6 000 euros. Un versement les 3 premiers mois, pourquoi? Ah ouais, là c'est une question que je sors un peu du closing, mais c'est une question que j'ai pour vous trois. Pourquoi on devrait étaler les paiements sur le premier mois, le quatrième mois, le huitième mois, on va investir en ads, on va réinvestir après en ads, il faudra qu'on ait un fonds de roulement, il faudrait qu'on ait de la trésor qui circule. Pourquoi ne pas juste les faire payer le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, de manière classique? Comme ça, en 3 mois, on a nos 15 000 euros, on a nos 15 000 euros et on n'attend pas un an, 8 mois ou je sais pas combien de temps pour. Enfin, peut-être qu'il y a un truc que vous voyez, un bénéfice que je vois pas, mais en tout cas, moi, dans ma manière de closer, j'ai toujours closé de manière très rapprochée pour que je puisse investir en pub et closer la personne et tout de suite avoir de l'argent et réinvestir. Et le but, c'est vraiment ça. Donc, dites-moi sur WhatsApp quand vous voyez ça. Euh, Dites-moi sur WhatsApp quand vous voyez ça pour que je comprenne. Et on en parlera en meeting, mais pour moi, les gars, faut. Premier mois, il paye, deuxième mois, il paye, troisième mois, il paye et on enchaîne. Et surtout, c'est des gens qui ont de l'argent, tu vois, et ils font passer sans frais de société, donc y a pas raison d'être de faire passer ça au huitième mois. Et si l'argument c'est de dire que c'est un peu comme sur un chantier, bah, on paye la moitié du devis et à l'obtention du résultat, on paye l'autre moitié, là, on n'est pas dans cette énergie-là. En tout cas, si c'est ça, pour moi, c'est pas recevable, c'est pas très pertinent. Euh, Ne coupe pas la parole du prospect, laisse-le parler, on coupe le prospect quand il divague pas quand il répond, ça je te l'ai déjà dit. Ton côté passion peut te faire fixer de mauvaises attentes. Exemple, c'est quand tu dis que tu viendras physiquement à Strasbourg. Quand on va commencer, bon, c'est pas encore le cas, mais quand on va commencer à accumuler les clients, plus on va commencer à dire ça, plus on va se mettre dans la merde parce qu'on va fixer de mauvaises attentes et il y a des choses qu'on pourra pas délivrer. Et moi, je préfère qu'on surdélivre et qu'on sous-promette. Et ouais, leur dire à chaque fois que à Nawel ou à Jérémy ou à d'autres prospects ou à Sylvain, leur dire qu'on va aller les voir physiquement et que essayons de vraiment minimiser les promesses et de maximiser les résultats qu'on apporte plutôt que de faire l'inverse. Après, c'est mon ressenti, hein, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, à nous tous de décider de trancher ensemble. Euh, Après ça, c'était un pitch, un exemple de pitch que j'aurais pu vous faire, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de pitcher au niveau de la transformation. Là, je vois que ça fait longtemps que j'enregistre, donc je vais passer un peu ça. La stratégie oubliée. Une stratégie pour gratter 3 rendez-vous. Ça, c'est magique, c'est un truc que j'ai toujours implémenté. Et j'ai oublié de vous le dire, donc c'est de ma faute. Il faut savoir qu'avec Jérémy, on aurait pu avoir 3 autres rendez-vous. Et rendez-vous compte, en termes d'effets cumulés, comment ça peut aller très vite.
Comment on fait ça? Et bien en fait, à la fin de l'appel, dans le moment où tu sens que le mec, tu l'as impacté, tu lui as apporté de la valeur et qu'il est content, apporter de la valeur en lui posant des questions, pas en lui apportant de la valeur en le coachant, on s'entend. Et ben en fait, à la fin de l'appel, Jérémy, quand on aura d'autres Jérémy au téléphone, les prochains dirigeants, ce qu'il faut qu'on leur dise, c'est qu'à la fin, on leur dit, écoute, euh, est-ce que l'appel t'a plu? Ça t'a apporté de la valeur? Ouais, ça m'a plu, j'ai beaucoup plus de clarté pour mon business. Merci beaucoup Angèle, merci beaucoup Julien, Joris, Yann. Ok. Euh, du coup, j'imagine que tu as beaucoup de dirigeants autour de toi, similaires à ton profil. Ouais, j'en ai plein. Ok. Est-ce que tu as trois noms en tête là, tout de suite à me donner pour que je puisse aller les contacter de ta part et aussi leur apporter de la valeur? Et là, après, il va. En général, il donne directement, et s'il donne pas directement, il va avoir une objection. Et là, le but, c'est de contrer son objection directement. Il va dire, ah, mais je sais pas trop si. Ça t'a apporté la valeur, oui ou non? Ok. Les problématiques de tes dirigeants, c'est quoi, en général? Les mêmes que toi? Ok. Bah, du coup, ça peut leur apporter de la valeur, je peux venir de ta part, ça te dérange pas. Il faut un peu y aller au culot, à l'audace. Et ça, Angèle sait très bien le faire, mais ça marche. Très important, récoltez les numéros de téléphone dans l'appel. Si vous le faites pas, le mec va vous carotte, il va jamais vous envoyer les numéros de téléphone. Donc, il faut demander nom, prénom, nom de la société et les numéros de téléphone. Et leur dire qu'on va les contacter, donc que ça doit être de vrais numéros de téléphone. Et c'est comme ça qu'à chaque appel de vente, on peut transformer chaque appel de vente en trois nouveaux appels de vente. Rendez-vous compte de l'opportunité là qu'on a. Très important, faites-le s'il vous plaît. Faites-le, même si au début il y aura des ratés. Au fur et à mesure, c'est comme ça que moi j'ai eu beaucoup de rendez-vous et que j'ai accumulé les rendez-vous et que j'étais monté à 500 ou 700 rendez-vous par mois. Très important, très puissant. Et ça, je tiens ça d'Alexis Mouli, un mec qui est bon en closing. Dernier conseil pour la fin qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'est mon ancien associé qui me disait toujours ça. Et je vais vous faire une métaphore avec le foot. Je sais pas si vous aimez beaucoup le foot et si ça va vous parler. Mais en gros, le prospect, faut le serrer. Faut pas lui laisser d'espace. S'il va à gauche, tu vas à gauche. S'il va à droite, tu vas à droite. Et là, je vous fais une métaphore. Mais en gros, au foot, très important. Au foot, si je suis défenseur central et que j'ai l'attaquant qui est en face de moi, si je lui laisse au grand malheur 1 mètre d'espace, j'ai déjà perdu. Parce que le mec, je lui laisse l'opportunité de se retourner, de me dribbler, de faire un passement de jambe, une virgule, peu importe, et soit faire une passe ou soit tirer et marquer. Par contre, si le mec, je le serre, si le mec il est là et je le serre comme ça, et moi quand je suis au foot tout le temps, je colle mon torse contre le joueur. Si je le serre comme ça, le mec quand il va avoir la balle, il va essayer de se retourner. De un, je peux intercepter la balle beaucoup plus facilement comme ça directement. Et de deux, quand le mec va essayer d'aller à gauche, boum, je vais aller à gauche. Quand le mec va essayer d'aller à droite, boum, je vais aller à droite. Il va être bloqué à chaque fois. Le mec ne peut pas se retourner et du coup il va faire une passe en retrait et j'annule son action. Et avec les prospects, c'est exactement la même chose. Et j'ai jamais eu une métaphore qui m'a autant parlé, donc j'espère qu'elle vous parle aussi. Le prospect, quand il va à gauche, aller à gauche. Quand il va à droite, aller à droite. Typiquement, début d'appel. Jérémy, Angèle lui dit, donc ça c'est fictif, hein. Angèle lui dit, pourquoi t'as pris un appel avec moi aujourd'hui? Ah, j'ai pris un appel parce que je suis curieux. Hop, il va à gauche. Il est en train de se fuir. Et là, Angèle, il doit aller à gauche. Et pour aller à gauche, il doit lui dire, t'es curieux? T'es curieux par rapport à quoi? Et là, il le suit. Et là, le mec, il va essayer de encore repartir à droite, il va dire, bah, moi, j'étais juste curieux, je me baladais sur Facebook, j'ai vu la pub, j'ai cliqué, j'ai réservé un appel. Là, si Angèle le laisse aller à droite et qu'il continue l'appel, il y aura un décalage durant l'appel. Angèle sera là, il va créer un 1 ou 2 mètres entre lui et le prospect, et du coup, le prospect, quand il va arriver à la fin de l'appel, il va se retourner et se barrer. On ne veut pas ça. En fait, vous voyez aussi une autre métaphore, c'est vraiment de, comme si vous êtes dans un couloir, vous voyez, visualisez un couloir de 10 mètres, il y a le prospect en face de vous tout au fond du couloir, et vous avez 20 ou 30 portes dans tout le couloir. Et le but, c'est de fermer chaque porte pour faire en sorte qu'il y ait une seule option. C'est soit il passe avec vous, donc il dit oui et il rejoint l'accompagnement, ou soit il dit non, et il passe derrière nous et il se barre. Mais il n'y a pas de il passe par la porte A, il passe par la porte 1, 2, 3, 4, je vais y réfléchir, j'en parle à mon chien, à mon épouse, je sais pas quoi. Et du coup, si je finis avec ma métaphore du joueur là, donc le mec dit ah ben j'ai juste vu la pub, j'ai cliqué. Et là, c'est un truc que Mathis dit souvent et qui est très pertinent, c'est de lui dire mais écoute, si t'as juste cliqué parce que t'es curieux, t'as toutes les informations disponibles sur YouTube, du coup on peut arrêter l'appel maintenant. Et là, hop, Angèle, il resserre le mec à la culotte, il le prend comme ça, et du coup là le mec il est bloqué, on lui laisse aucun espace, on le laisse pas respirer. Mais on le laisse pas respirer en mode on est des morts de faim, on est des vendeurs, on lui met le couteau sur la gorge. Non, on est en mode leadership, en mode leadership et en mode on le sert. On veut pas qu'il y ait d'incohérence, on le laisse pas nous raconter des salades et des bêtises. Et c'est, entre guillemets, là, le coaching a déjà commencé, parce que Angèle aime bien coacher, bah, tu peux coacher sur ça, mais de cette manière-là. Dans le sens où le mec, tu le lâches pas. Le mec te dit nanani nanana, boum, tu vas dans ce qu'il dit. Et du coup, quand le mec, il dit, enfin, la phrase qui est puissante de Mathis en mode, ouais, mais du coup, t'as déjà toutes les infos dispo sur YouTube, donc pourquoi t'es dans cet appel-là? Boum, là, le mec, il va dire, oui, bah, c'est vrai, en fait, au niveau de ma trésor, c'est un peu compliqué. Et là, boum, on le colle.
Mais j'ai envie d'en parler 1 heure, c'est ultra important, s'il vous plaît, visualisez dans un appel. Quand vous sentez que le mec essaie de vous mettre une feinte pour vous distancer, suivez-le, collez-le à la culotte, comme on dit dans le foot. Je suis quelqu'un qui prend ses décisions très rapidement par intuition depuis 20 ans. Quand le mec dit ça, on le note sur la feuille, parce que ça me permet de le serrer. Et du coup, à la fin de l'appel, quand le mec me dit, ah, je dois en parler à mon associé, le mec, je le colle, je dis, attends mon coco. Il y a 20 minutes, tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui prend ses décisions rapidement, par intuition, et que ça fait 20 ans que tu fais ça. Du coup, ton intuition te dit de faire quoi là? Tu le colles. Et si le mec te dit, ah bah mon intuition me dit que je dois en parler à mon frère, là, ce que tu fais, c'est que tu lui dis, bah écoute, moi je vais être franc avec toi, je fais un seul appel à chaque fois, j'ai pas de temps à perdre, j'ai 72 balais, j'ai 72 berges, j'ai pas de temps à perdre. Les dirigeants qui ont le plus de résultats chez moi, c'est les dirigeants qui prennent des décisions rapidement. Si tu n'es pas en mesure de prendre une décision rapidement, c'est peut-être que ce n'est juste pas fait pour toi. Et c'est ok. Et dans ce cas-là, on va écouter l'appel et c'est juste que c'est pas fait pour toi. Et là, on peut jouer sur son ego, sur son orgueil. Et là, boum, on le colle. Mais vous avez compris le mécanisme. Jamais, au grand jamais, laisser un mec partir à gauche ou à droite. Et Yann, quand tu feras tes appels, Joris, quand tu feras tes appels, et Angèle, quand tu feras tes appels, s'il vous plaît, quand le mec part à gauche, suivez-le. Quand il part à droite, suivez-le. Et durant tout l'appel, ça va être constamment ça. Boum, 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 boum. Mais comme dans un match de foot, serrez-le. Comme ça, quand il va essayer de se retourner, vous serez là. Quand il va essayer de se retourner ici, vous serez là. Et à aucun moment, il peut sortir. À aucun moment, il peut sortir par la porte 7 ou la porte 28 du couloir parce que vous avez tout fermé. Et c'est soit oui, soit non. Mais on veut une réponse, quoi. Et en gros, ouais, utiliser sa propre force contre lui. Tout à l'heure, tu m'avais dit que nanana. Et j'ai fini. J'aurais pu dire encore plus de choses, encore plein de choses, mais je pense que c'est assez pertinent et assez impactant pour vous, pour commencer. Et ouais, si on applique ça, les gars, on va closer 10 fois plus. Et après, bien sûr, close en live, ça on le sait, c'est la base. Si on close pas en live, le mec, c'est comme s'il sortait du terrain et qu'on peut même pas le suivre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez écouté ça jusqu'à la fin, envoyez-moi le chiffre 7 de la conversation. Ça me permet de voir si vous avez été attentif jusqu'à la fin. À toutes.